Voilà, nous accueillons maintenant la troisième invitée de ce début d'après-midi, qui est bien connue aussi, la docteure Valérie Matoyan, qui travaille au CNRS à l'UMR 7192, qui est celle du professeur Romer aussi, je crois. Donc, qui est très connue parce qu'elle est la spécialiste c'est la directrice française de la mission franco-syrienne Ras Shamra Ougarit. Je ne sais pas si elle existe encore. Officiellement, oui. Oui, elle existe. Voilà, d'accord. Donc, c'est la spécialiste sur le volant plutôt archéologique, je vais dire, du site et plus largement du Proche-Orient ancien. Et donc, elle va nous parler de Rouge le sang, rouge le vin à Ougarit, confrontation de la documentation archéologique et de la documentation textuelle. Je vous remercie. Et oui, cette mission archéologique existe toujours, puisque nos collègues travaillent sur le terrain en ce moment, syrien. Voilà. Mon propos va maintenant donc nous conduire dans la partie septentrionale de la côte levantine. Les recherches archéologiques menées depuis près de 90 ans dans la région de la côte syrienne, en particulier l'exploration des sites de Ras Shamra, de Minet el-Beida et de Ras Ibn Hani, ont permis entre autres de révéler les vestiges de la civilisation ougaritique qui s'est épanouie au cours du second millénaire avant notre ère au Levant Nord. La période du bronze récent, soit la seconde moitié du deuxième millénaire, documentée à la fois par l'archéologie et par les textes, est de loin la mieux connue et constituera la toile de fond de mon exposé. Ougarit est alors un centre d'échanges culturels et économiques majeur en Méditerranée orientale. Le sang. Le passage que vous pouvez lire à l'écran, extrait de l'un des poèmes mythologiques d'Ougarit appartenant au cycle de Baal, le dieu de l'orage, justifie, s'il est besoin, d'aborder ce thème dans le champ des études ougaritiques. Cette description du combat de la déesse Anat contre les adversaires de son frère Baal fait appel à des images exprimant la violence guerrière. Le sang est versé. Ce sujet a fait l'objet de nombreuses études, fondées principalement sur l'analyse de la riche documentation textuelle mise au jour sur les 3 sites mentionnés précédemment. L'essentiel des données est issu des textes rédigés en ougaritique, la langue locale. Le sang y est mentionné ou évoqué indirectement. Les attestations concernent principalement 2 catégories de textes. Des textes de la pratique, ce sont les textes rituels. Ils documentent principalement le culte royal. Leur interprétation a conduit à souligner la place centrale du sacrifice sanglant dans le culte ougaritique. Et les textes littéraires, poèmes mythologiques et légendes. De nombreux passages y font référence à des combats ou des chasses dont l'issue comprend souvent la mort des adversaires ou des proies chassées. Le sang versé est mentionné dans certains cas, sous-entendu dans d'autres. Ces données ont déjà été abondamment analysées, interprétées et débattues. Ma présentation n'a pas pour objectif de proposer une synthèse de ces attestations textuelles, mais d'aborder ce sujet sous le prisme d'une enquête fondée sur l'analyse en contexte de la culture matérielle de la civilisation ougaritique. L'un des axes de la recherche a donc pour objectif d'essayer de confronter la documentation archéologique et iconographique aux données textuelles. L'approche est délicate. D'emblée, le chercheur est confronté à plusieurs difficultés qui ne sont pas des moindres. Le sang est un fluide humain ou animal non attesté à ce jour dans la documentation issue des fouilles archéologiques. Dans le domaine de l'iconographie, à quelques exceptions près, les représentations mises au jour à Ougarit ne sont pas associées à un texte qui les explicite, contrairement à la documentation égyptienne que nous avons vue ce matin ou encore la documentation néo-assyrienne. L'identification des motifs et des sujets est par conséquent très délicate. Dans le champ des études ougaritiques, l'analyse iconologique de l'ensemble du corpus des représentations figurées a été jusqu'à présent trop peu prise en compte. Enfin, la traduction des textes et leur interprétation ne font pas toujours consensus, ceci même après plus de 8 décennies d'études fécondes. On rappellera notamment l'état fragmentaire d'un certain nombre de tablettes et par conséquent le fait que des textes soient incomplets. Les premiers résultats qui sont présentés ici sont le fruit d'une enquête large, étant donné l'ampleur de la documentation, et le sujet ne sera de loin pas épuisé dans le cadre de cet exposé. L'enquête commencera par une première approche du répertoire iconographique. Nous disposons d'un corpus de plus d'1 millier de représentations figurées présentes sur des objets dont le type, le ou les matériaux et la taille témoignent d'une grande diversité et dont les usages peuvent être associés
à différentes sphères, privées, cultuelles, rituelles, publiques, funéraires. Il s'agit de sceaux cylindres en grande majorité, mais aussi de vases peints, d'ivoire et de stèles sculptées, de figurines, etc. Premier bilan, je n'ai identifié aucune représentation de sang humain ou animal. La représentation du sang existe pourtant dans l'art du Proche-Orient ancien, comme nous l'avons vu ce matin, et je ne résiste pas à représenter à nouveau l'un de ces reliefs de l'époque néo-assyrienne, sur cette diapositive, vous pouvez remarquer qu'en haut, le lion qui est mourant, eh bien, on voit des jets de sang qui sortent de l'animal, alors qu'en bas, pour la lionne qui est morte, eh bien, il n'y a pas de sang qui jaillit. Que nous montrent les images du répertoire iconographique d'Ougarit? Je me suis attachée au contexte où la représentation du sang serait attendue, à savoir la chasse, la guerre et la pratique du culte. Tout d'abord, la chasse et la guerre, deux thèmes abordés dans la littérature ougaritique. À l'écran, le déroulé d'un saut cylindre en stéatite de Ras Shamra. Un lion dressé est combattu par deux hommes, l'un armé d'un épieu au niveau des flancs de l'animal, l'autre bandant un arc, la pointe de la flèche au niveau de sa crinière. Les armes ne semblent pas avoir encore transpercé le corps de l'animal, qui est pourtant figuré cabré, la gueule ouverte. Face à des représentations de ce type, dont la hauteur est d'environ 2 cm, on peut conclure que la petitesse du support ait pu nuire au rendu des détails, ce qui pourrait expliquer pourquoi le sang n'est pas représenté. C'est une possibilité envisageable, mais ce fait ne peut, selon moi, tout expliquer. Le décor de certains sauts cylindres, en effet, est d'une grande qualité et offre nombre de détails, comme le montre ce premier saut présenté. Un agrandissement de la figure du lion, qui est inférieur à 1 cm, permet d'apprécier le rendu très naturaliste de l'animal, gueule ouverte, avec la langue pendante qui est figurée. Je signale ici ce détail qui n'apparaît pas sur le dessin associé à la publication du saut cylindre. Le même constat peut être fait pour une représentation de plus grande dimension, fournie par la vaisselle de luxe en métal précieux. À l'écran, l'une des 2 célèbres coupes en or mises au jour sur l'acropole de Ras Shamra. Un détail du riche décor historié de ce vase montre une scène de chasse assez proche de la précédente. Si la pointe des armes pénètre cette fois-ci le corps de l'animal, remarquez à nouveau l'absence de jets de sang. D'une manière générale, on notera que rares sont les scènes montrant un contact direct entre l'arme et l'animal dans le cas d'une scène de chasse ou entre l'arme et l'homme dans le cas d'une scène de guerre. De même, je n'ai identifié aucune scène montrant un gibier en train d'être dépecé, d'être découpé en vue de sa consommation, par exemple, à l'occasion d'un banquet. À la suite, des exemples tirés de la glyptique sur pierre. Ici, un sceau de la maison du grand prêtre qui nous montre une scène de chasse. Ici, un autre de la ville basse-est nous montrant une scène de chasse à l'arc. Maintenant, une scène de relativement plus grande dimension, montrant cette fois-ci 2 adversaires humains. Elle est représentée sur l'une des plaques sculptées du panneau de lit en ivoire du palais royal d'Ougarit, qui est un chef-d'œuvre de l'ivoirerie levantine du bronze récent. Observez, la pointe de l'épée du roi d'Ougarit est ici placée juste au niveau des yeux de son ennemi. D'autres exemples pris dans le domaine de la glyptique sur pierre, avec ici une scène de combat montrant des personnages en pleine action, et ici une autre scène de combat avec l'intervention d'un char de guerre tiré par 2 chevaux. On voit un homme tombant, peut-être bousculé par l'attelage, une tête coupée à côté d'un animal. L'interprétation n'est pas aisée. Sommes-nous en présence de la représentation d'un seul ennemi à différents moments de l'action ou de plusieurs personnages? On ne voit pas d'arme qui aurait pu être utilisée pour couper la tête qui est représentée à la partie supérieure de la scène. Sur ce 3e exemple, provenant de Minet El Beida, un personnage armé, une harpée dans la main droite, présente devant lui une pique sur laquelle est fichée une tête humaine. Sont aussi représentés une main coupée et un buste au bras coupé, mais toujours pas de sang. Cette scène renvoie-t-elle au temps qui succède un combat? Sommes-nous en présence d'une scène de victoire, thématique attestée dans l'iconographie proche-orientale dès le début de l'âge du bronze?
Quelle est la finalité de ces images? Sommes-nous en présence d'évocations du monde réel ou d'évocations symboliques? Que représentent ces scènes dont aucun élément ne permet un ancrage dans un passé historique? Représentent-elles des actions synégétiques ou guerrières ou symbolisent-elles le maintien de l'ordre face au chaos, aux ennemis, au monde sauvage et dangereux? Replacer la scène dans son contexte peut apporter des éléments de compréhension. Ainsi, en tenant compte de l'ensemble du décor du panneau de lit en ivoire à l'écran, le thème de l'ennemi vaincu trouve sa place à côté d'autres sujets, parmi lesquels la maîtrise des animaux sauvages, l'offrande, l'union du couple royal, la descendance, l'allaitement divin, soit un véritable programme décoratif au service de l'expression de l'idéologie royale des Ugarétains. Aurait-il été de bon aloi de ce contexte de figurer le souverain en train de répandre le sang? Question qui a d'ailleurs déjà été posée ce matin à propos d'autres documentations. Pour les sauts-cylindres présentés ici, l'interprétation est plus difficile, car la fonction de ces objets n'est pas assurée. L'hypothèse la plus communément admise est que ces petits objets pourraient avoir été des éléments de parure portés par leurs propriétaires et qu'ils revêtaient peut-être une valeur prophylactique. Revenons par exemple sur le décor du sceau RS 429, évoquant peut-être une scène de victoire, dont le personnage principal serait un héros, un roi vainqueur et conquérant. Certains motifs évoquent-ils l'environnement dans lequel évolue ce personnage? Le motif du végétal avec une riche arborescence encadrée par des animaux paisibles, celui de la tresse évoquant l'eau, celui du disque ailé qui évoque peut-être la déesse solaire, symbolise-t-il la fertilité de cet environnement ou la prospérité engendrée par la victoire, peut-être la prospérité d'un royaume? On serait alors à nouveau en présence d'une scène illustrant l'idéologie royale. Le champ sémantique du lion, présent aussi sur cette scène, est particulièrement vaste dans l'iconographie du Proche-Orient. Ici, le motif renvoie-t-il à la puissance royale ou l'animal représente-t-il l'attribut d'une divinité? Dans le cadre de la documentation ougaritique, on pense bien évidemment aux déesses Ashtart et Anat. Envisager alors un parallèle avec le cycle de Baal présenté au début de l'exposé constitue une hypothèse des plus séduisantes. Cette victoire, présentée ici, serait-elle dédiée à la déesse Anat? Une même idée pourrait-elle avoir sous-tendu la création du motif littéraire et celle de cette composition artistique? Passons maintenant à la pratique du culte. Comme indiqué au début de l'exposé, nous disposons de sources textuelles. Si réconfortante soit cette donnée, cette donnée n'en est pas moins contrebalancée par le fait que les textes rituels d'Ougarit sont pour l'essentiel prescriptifs. Ils ne livrent pas d'informations sur les techniques et les pratiques sacrificielles. Les offrandes sacrificielles sont principalement de type animal, des ovins et des caprins en majorité, des bovins, 2 fois moins nombreux, et dans une moindre part, des oiseaux, des poissons. Les traductions des textes font état, par exemple, d'un bélier pour Anat, d'une vache pour Baal, d'une brebis pour Rachap, et, pour ainsi dire, c'est presque tout. Le gibier n'est pas mentionné. Des offrandes également non sanglantes sont mentionnées, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Les animaux sont le plus souvent donnés entiers. On ne sait pas si le roi, l'officiant principal, manipule le couteau ou préside l'acte cultuel. Rien n'est dit sur l'abattage, ni sur la manipulation de l'animal ou les parties de son corps. Et, comme cela a été maintes fois souligné, le sang, tout comme la graisse, est absent dans le répertoire des offrandes. En comparaison avec les textes bibliques, 2 éléments principaux se remarquent par leur absence, des directives concernant la disposition du sang et une déclaration explicite de l'idéologie du sang. Dans le répertoire iconographique proche-oriental, certaines scènes très explicites ont été interprétées comme des représentations de sacrifices. À l'écran, 2 exemples de la glyptique de l'âge du bronze. En haut, un document de Telmozan Urkish, daté de la seconde moitié du 3e millénaire, et en bas, un autre de Kultepe, daté de la première moitié du second millénaire. Les données fournies par le corpus ougaritique ne semblent pas aussi pertinentes. Selon moi, le répertoire iconographique d'Ougarit ne comporte aucune représentation qui puisse être identifiée avec certitude à une scène de sacrifice animal. Seules des hypothèses peuvent être émises.
Regardons les types de représentations attestées à Ugarit. Quelques scènes de porteurs d'animaux, vivants ou morts, pourraient évoquer des offrandes animales. Le décor de 3 saucilindres présentés à la suite comprend à chaque fois un personnage assis, celui auquel sont destinées les offrandes, et 1 ou 2 personnages portant un quadrupède. Rien n'interdit de voir dans ces animaux des représentants du cheptel, ovins, caprins, bovins. Si l'hypothèse d'offrande à des divinités est correcte, il y aurait alors conformité avec les données textuelles. Ici, le second sceau, où l'on voit une divinité assise dont les pieds reposent sur un lion, peut-être une représentation d'Ashtart ou d'Anat, et elle tient une coupe. Sur les 2 exemplaires donc, qui viennent d'être montrés, le personnage assis, représenté, probablement une divinité, semble tenir une coupe. Dans l'épopée de Kéret, lorsque le roi obéit aux instructions divines et accomplit les rites religieux, le texte indique l'offrande de miel et de vin dans des coupes. Rappelons que le vin, dont la production occupait une place non négligeable dans les affaires du royaume, est également mentionné parmi les offrandes dans les textes rituels. Sur ce 3e document provenant de la ville basse-ouest, 2 porteurs d'animaux se suivent. Celui de gauche tenant l'animal par les pattes postérieures et de plus armé d'une massue. À titre d'hypothèse, je propose que le personnage assis, qui semble casqué, puisse représenter une déesse guerrière du panthéon ougaritique. D'autres porteurs d'animaux ont été interprétés comme des porteurs d'offrandes. C'est la lecture proposée par Jacqueline Gachet-Bizelon pour 2 plaques du décor du panneau de lit en ivoire qui sont indiquées ici par une flèche rouge. Le destinataire de l'offrande pourrait être la déesse Anat. Une 3e plaque montre également un homme muni d'un arc avec une biche sur ses épaules, c'est la flèche bleue, et accompagné d'un cerf en laisse. Cette interprétation va cependant à l'encontre des données textuelles, puisque les textes d'Ugarit ne documentent pas le gibier dans l'économie sacrificielle. La même remarque pourrait valoir pour le décor d'un saut-cylindre du palais sud à l'écran, ici, classé par Pierre Amiet dans les scènes de culte. Le personnage assis à droite devant une table garnie d'objets, donc une coupe, est placé à côté d'un bucrane, d'un cervidé probablement mort et d'un oiseau. Dans une étude portant sur la présence bovine dans la glyptique d'Ugarit, Sophie Cluzan a identifié dans le corpus des sauts-cylindres d'Ugarit 28 représentations de bucrane, dont 8 apparaissent sur des sceaux considérés comme des importations de Chypre ou d'Égée. Le bucrane apparaît dans différents contextes, comme le montrent les exemplaires à l'écran. Associer ce motif au culte sacrificiel ne va pas de soi, car la confrontation avec les sources écrites conduit à nouveau à un questionnement. En effet, la tête de l'animal ne figure pas au nombre des parties de corps mentionnées dans les rituels et qui sont le museau, le foie, le cœur, les lombes et le cou. Les têtes animales représentant une autre espèce sont beaucoup plus rares, je n'en ai identifié que quelques-unes ici à l'écran. Ainsi, si riche soit la documentation textuelle relative à la pratique cultuelle à Ugarit, rien n'est dit sur le sang et l'iconographie, si elle apporte son lot d'informations, ne renseigne pas plus sur la disposition du sang. Qu'apporte l'étude des contextes ? L'étude des textes rituels d'Ugarit a conduit les historiens des religions à conclure que le sacrifice sanglant effectué sur un autel était au cœur du culte ougaritique et par conséquent que l'effusion du sang lors de la mise à mort de la victime sacrificielle était matériellement importante. La question de l'autel mérite donc toute notre attention et je vous propose un rapide tour d'horizon de la documentation ougaritique. Des 2 grands temples de la cité, construits sur l'acropole, seul le temple de Baal a livré les vestiges d'un autel dans la cour devant l'édifice. La fouille a révélé une installation en partie détruite, que vous pouvez voir à l'écran, dont seule la base a été conservée. Nous ne disposons par conséquent d'aucune information sur la forme et la nature de la table sur laquelle étaient pratiqués les sacrifices. Dans l'édifice connu sous l'appellation de sanctuaire Oriton, l'espace
36 à l'écran a été diversement interprétée. Pour les uns, ce serait un lieu de culte, la plateforme à degrés étant interprétée comme un autel, sur lequel on ne voit, là encore, aucun aménagement spécifique pouvant avoir servi à la disposition du sang. Pour les autres, cet espace était le lieu de réunion d'un marziou. Le marziou est un terme ougaritique désignant une institution communautaire de nature à la fois sociale et religieuse. Les membres de ces confréries se réunissaient lors de banquets dont la caractéristique principale apparaît être la consommation de vin. Si chacune de ces associations est patronnée par une divinité, leurs activités ne semblent avoir aucun lien avec le culte sacrificiel officiel. La plateforme à degrés de la pièce 36 aurait alors pu servir pour recevoir l'image de la divinité à laquelle était associé ce marziou. On note aussi l'absence d'aménagement spécifique sur les autels découverts d'une part dans le bâtiment dit au trône que vous avez ici à l'écran, qui est interprété comme un sanctuaire, et d'autre part sur le chantier du rempart, dans l'espace à ciel ouvert, interprété par la fouilleuse comme un lieu de culte. À ma connaissance, le seul monument en pierre interprété comme un autel par le fouilleur, présentant des canalisations pouvant permettre l'évacuation d'un liquide, a été retrouvé sur le site de Minet El Beida. Il est associé à un édifice qui a été appelé le bâtiment à l'enceinte, dont vous avez un plan schématique à l'écran. L'une des hypothèses serait d'y voir un lieu de culte. L'ensemble n'est malheureusement connu qu'au travers de rares documents d'archives, photographies et donc ce plan schématique en cours d'étude. Si l'hypothèse d'un lieu de culte est confirmée, il s'agirait alors du seul lieu de culte à Ougarit pour lequel nous disposons aussi de quelques données sur les vestiges de faune retrouvés lors du dégagement de ce bâtiment. Le fouilleur, Claude Schaeffer, a en effet signalé la découverte dans ce lieu de très nombreux ossements de moutons. Malheureusement, ces vestiges osseux ne sont pas conservés, annihilant ainsi tout espoir d'une étude archéozoologique approfondie moderne. Pour clore ce chapitre, notez par ailleurs qu'aucun couteau n'a été retrouvé dans ces contextes. Dans une dernière partie, je souhaite présenter quelques pistes de recherche induites par l'analyse iconologique de plusieurs documents. Précédemment, j'ai posé la question d'un éventuel parallèle entre le décor d'un saut-cylindre et le récit des massacres de Anat dans le poème de Baal et Anat. La mise en relation de certaines représentations avec des œuvres littéraires est une piste qui, selon moi, mérite d'être explorée plus avant. Je me suis plus particulièrement intéressée au thème de la chasse, déjà approché dans cette perspective, notamment par les travaux d'Anne-Sophie Dalix et d'Emmanuel Villa. Au nombre des chasseurs mentionnés dans les mythes et légendes d'Ougarit, nous trouvons des divinités, Baal, Anat, Ashtart et peut-être Yari, le dieu lunaire, et un homme, Akat, le fils de Danel, dont l'histoire nous est contée dans un récit épique. Pour ceux d'entre vous auxquels cette épopée n'a pas encore été narrée, une courte introduction apportera les faits saillants. Grâce à l'intervention des dieux El et Baal, Danel, l'homme d'Arnam, a enfin la joie d'avoir un fils, Akat, auquel il offrira un arc exceptionnel fabriqué par le dieu artisan Kotar Cassis. L'arme est convoitée par la déesse Anat, mais Akat refuse de remettre son arc à la déesse, même en échange de la richesse et de l'immortalité. Ce refus déclenche la colère de la déesse qui, en s'assurant le concours d'un soldat dénommé Yatpam, causera la mort d'Akat lors d'une partie de chasse. Une scène de chasse à l'arc, maintenant à l'écran, a tout particulièrement retenu mon attention. Le décor de ce saut-cylindre de Minet El Beida montre en effet l'association de plusieurs motifs. Un chasseur, l'arc, un personnage mort, des rapaces. Cette association pourrait faire écho à un passage crucial de la légende, celui du meurtre d'Akat. Akat est peut-être ici représenté à deux moments, lorsqu'il chasse, puis mort, figuré par le personnage à terre, sous l'attelage. Notez le motif littéraire des rapaces dans le texte à l'écran. Quant au lion, représente-t-il un animal chassé ou symbolise-t-il la déesse? Il est difficile de trancher. Si cette interprétation est correcte, la présence du char témoignerait d'une adaptation, car cet élément n'apparaît pas dans la légende. Comme le souligne Jean-Marie Husser, le poème d'Akat
réfère clairement aux valeurs et aux codes sociaux d'une aristocratie palatiale de la fin de l'âge du bronze. La présence du char, strictement réservée aux élites, serait un marqueur social proposé par cette version imagée. Deux autres sceaux, des pièces exceptionnellement soignées, pourraient être jointes à ce dossier. Leur décor montre un homme mort au milieu d'animaux. Je n'ai retenu que l'un des sceaux à l'écran en raison d'un détail significatif. Un végétal, un arbre, est en effet présenté au-dessus de l'homme couché comme sortant, naissant de lui. Ce motif, qui est un apax, pourrait-il renvoyer au thème littéraire des années de sécheresse qui succèdent à la mort d'Akat, le vœu prononcé par son père Danel que la jeune pousse croisse sur les terres altérées, trouverait ici une belle expression artistique. Le sang est aussi la vie. Et la vie, c'est aussi le manger et le boire. La littérature ougaritique se plaît à décrire les festins des hommes et des dieux au cours desquels le vin était dispensé et partagé, parfois jusqu'à l'ivresse. Il est donc temps de rappeler une belle expression de la littérature ougaritique qui nous dit que le vin est le sang de la vigne. Le décor du saut-cylindre RS-120 avait déjà retenu mon attention à l'occasion d'une étude sur le vin. Un personnage assis, potentat ou dieu, tient une coupe que le personnage debout en face de lui a remplie ou va remplir. La présence de la tresse qui évoque l'eau, celle du taureau et de ce qui est peut-être un végétal placé sous l'animal pourrait, selon moi, faire référence au sang et à la fertilité. Des textes d'Ougarit associent la thématique de la chasse à celle du banquet. La tablette RS 24-258, dite de l'ivresse du dieu El ou du marzi-ou, nous retrouvons ce terme de El, commence par l'évocation d'un festin de chasse offert par le dieu El. Les déesses Anat et Ashtart, toujours les mêmes, y participent et, en leur qualité de chasseresse, semblent bien être pourvoyeuses de ce festin. Le dieu lunaire, Yari, est également présent. Comme l'indique le texte, il fait le chien sous les tables. Cette posture du dieu déguisé en chien reste énigmatique. À cette occasion, le vin est consommé à satiété jusqu'à l'ivresse du dieu El. Très tôt, des rapprochements ont été proposés avec l'iconographie. Pour rappel, à l'écran, la chope en céramique bien connue RS 24-400 qui provient du même bâtiment que le texte. Le décor peint a été interprété par certains à la lumière du texte de cette tablette. Le second document qui nous intéressera ici, Le second document qui nous intéressera ici est la tablette RS 19039. La première partie du texte narre la chasse de la déesse Ashtart dans un marais, dans le désert, où viennent s'abreuver des biches et des taureaux sauvages. L'activité synégétique est associée, là encore, à un repas de chasse servi à quelques dieux. On retrouve El et Yari. Ici, la consommation de vin n'est pas indiquée. Toutefois, il est intéressant de noter que le cadre naturel de la seconde partie du texte est une vigne protégée par un gardien à proximité du bourg de Harou, également connu pour posséder une association marzi-ou. L'une des questions soulevées par les textes d'Ougarit est notamment de savoir si, tout comme le vin constitue la matière première du marzi-ou proprement dit, la consommation de gibier ne pourrait être aussi une caractéristique de ce type d'association. Des témoins de la culture matérielle pourraient, selon moi, venir enrichir cette réflexion. Il s'agit d'objets exceptionnels appartenant à la catégorie des biens de prestige. Tout d'abord, les célèbres coupes en or de l'Acropole. Il s'agit de vases à boire en métal précieux, comme les coupes citées dans les textes pour la consommation du vin. La patère du Louvre présente une scène de chasse. Un archer sur son char poursuit des bovins. Notez aussi la présence du chien et de cervidés. L'une des interprétations de cette scène en ferait une évocation d'un autre récit mythique de chasse, à savoir la chasse de Baal sur les rives de Chamak. À l'écran, vous avez le texte concerné. La coupe d'Alep montre quant à elle un décor plus foisonnant, dont vous avez déjà vu un détail. Le temps file à vive allure et je ne peux me permettre une analyse détaillée. Mais notez ici les scènes de combat qui se trouvent à droite, dans lesquelles on remarque des affrontements entre un lion ou des lions et des taureaux sauvages. Ces scènes pourraient-elles évoquer la chasse d'Ashtart,
décrite dans le texte RS 19039 que nous venons de voir, le lion évoquant alors la déesse. En se référant au motif littéraire qui associe Anat aux oiseaux, les rapaces qui volent au-dessus des lions et des taureaux indiqueraient-ils aussi la présence d'Anat. On aurait ainsi une belle complémentarité thématique du décor de ces deux coupes. La troisième pièce est un vase incomplet en faïence qui présente un décor peint en noir sur un fond de glaçure bleue. Le décor du registre principal montre des épats d'animaux, à nouveau un lion, un taureau, un chien. Ces animaux évoluent dans un cadre naturel, évoqué par des éléments de végétation, mais aussi par un cours d'eau. À nouveau, le récit de la déesse Ashtart vient à l'esprit. Le type de vase auquel appartient ces fragments est probablement un riton conique, à savoir un vase à deux ouvertures utilisé pour la manipulation de liquide. À nouveau, nous sommes en présence d'une catégorie de vases associée par certains à la consommation de boissons, en particulier du vin. J'en ai presque terminé. À ces trois vases portant un décor remarquable, j'ajouterai volontiers un fragment de vase en céramique mycénienne qui provient de Minette El Beida et qui est tout à fait exceptionnel. Je ne le connais qu'au travers de publications et des archives. Un dessin de l'objet a été publié dans Ugaritica 2, l'objet étant interprété comme un fragment de riton décoré d'une tête de cheval. La redécouverte récente dans les archives du Fonds Schaeffer d'un croquis que vous avez à droite en haut montre le profil du vase et a permis de le réattribuer à une autre catégorie formelle de la céramique mycénienne, celle des gobelets à pied haut ou kilix. Cet objet est un unicum dans le répertoire de la céramique mycénienne en général. Le seul parallèle qui s'offre à nous est une série de gobelets en or de Mycène. Un spécimen est à l'écran. Ce parallèle me conduit à proposer une nouvelle identification de l'espèce représentée sur l'anse du vase d'Ougarit, non pas un cheval, mais probablement un chien. Le chien est ici associé donc à un vase à boire dont le modèle est strictement égéen. Réintroduire en arrière-plan les analogies fonctionnelles mises en évidence par les historiens des religions entre les déesses Anat et Ashtart et la déesse Artémis, les thèmes de la violence guerrière, du rapport avec le règne animal, de l'idéologie royale, pourraient enrichir notre réflexion. Dans cette perspective, l'étude contextuelle de notre objet apporte certainement un petit plus. Ce fragment de vase a été en effet retrouvé à proximité de la tombe 3 de Minette El Beida, sépulture bien connue pour avoir livré le couvercle de pyxide en ivoire décoré d'une potnia terone, d'une maîtresse des animaux. Soit je m'arrête ici, soit vous m'accordez une minute. Une minute, je vous remercie. Un dernier objet pour conclure. L'une des coupes en céramique céphalo-thériomorphe d'Ougarit. Vous découvrez à l'écran l'une des 5 coupes en forme de tête de lion ou de lionne retrouvées à Ougarit. La face de l'animal qui décore le fond de ce spécimen est caractérisée par le fait que la gueule de l'animal soit ouverte et par la couleur rouge de la langue, un cas unique. L'utilisation de ce type de vase à l'occasion de fêtes ou de banquets pour la consommation de vin est probable. Que représente l'animal? Un trophée de chasse? La puissance d'une divinité? Ashtart, la chasseresse ou encore Anat? Le rouge, placé dans la gueule du félin, fait-il référence au sang dont la couleur rouge est signalée dans certains passages littéraires? Autant de questions passionnantes auxquelles nous n'avons pas le temps de répondre ici, je vous rassure. Si la civilisation ougaritique disparaît peu après 1200, l'étude de la documentation ougaritique dans une perspective diachronique est riche de sens. Il suffit de rappeler l'intérêt porté au texte ougaritique par les exégètes de la Bible. Des coupes en forme de tête de lion sont attestées au début de l'âge du fer au Levant sud et sont associées à la culture matérielle philistine. À l'écran, à droite de la coupe d'Ougarit, une coupe qui a été retrouvée sur le site de Tel Es-Safi. Selon les fouilleurs, le décor de cette coupe de Tel Es-Safi présente une particularité qui est le traitement du dessus du museau avec cette sorte de quadrillage de treillis en quelque sorte, pour lequel ils n'ont pas trouvé de parallèle.
Si vous regardez bien l'exemplaire d'Ougarit, eh bien, on retrouve exactement ce même traitement sur le museau de l'animal, qui pourrait peut-être nous laisser entendre que cette documentation d'Ougarit pouvait constituer l'un des antécédents de ce type de vase daté donc de l'âge du fer, et ce qui témoigne, selon moi, de l'intérêt de percevoir aussi cette documentation ougaritique à la fois dans une perspective et régionale, comme je l'ai montré, et diachronique. Je vous remercie pour votre patience et je remercie le président de séance pour sa compréhension.